Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est un passionné de l'éducation, tout comme moi, mais depuis bien plus longtemps, puisqu'il s'y engageait avant même que je ne sois née. Formé en psychopédagogie, psychosynthèse et en intervention psychothérapeutique individuelle, mon invité est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke au diplôme de deuxième cycle et à la maîtrise professionnelle en enseignement au préscolaire et primaire. Il est aussi conférencier et consultant en psychopédagogie auprès des parents, des enseignants et des jeunes. Il a aussi occupé les fonctions d'enseignant, de conseiller pédagogique, de direction d'école au primaire, ainsi qu'en tant que superviseur de stage et formateur auprès des enseignants associés. Depuis plusieurs années, il s'intéresse aux neurosciences affectives, sociales et cognitives, à la maturité du cerveau, à l'importance du lien d'attachement, au développement de l'intelligence émotionnelle et relationnelle, à la psychologie et à la psychologie, oui, c'est ça, à la psychologie, à l'éducation et à l'approche positive, à la pratique d'intervention, d'empathie, de bienveillance et de saine autorité et fermeté auprès des enfants et des adolescents, à la gestion du stress et de l'anxiété et au développement de la conscience. C'est donc avec beaucoup d'intérêt et en étant consciente du grand privilège qu'il nous offre d'être avec nous que je reçois notre sommité de la semaine, M. Richard Robillard. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bon show, M. Robillard. Après tout ça, hein, on commence à avoir chaud. Je réalisais vraiment ça que, écoutez, on est deux passionnés de l'éducation, Oui. ça c'est sûr et certain, Oui. mais vous avez marché vraiment bien avant moi là, dans cette mission-là. Je suis un peu plus âgé que vous, c'est tout. À peine. À peine 76 ans. Écoutez, Ouais, puis, hey, ouais. ça fait comme plus de 50 57 ans. 57. De l'éducation. Je ne prendrai pas de retraite. Ça va être la mort qui va être ma retraite, je crois, comme c'est parti là. Oui, c'est vraiment une passion parce que l'éducation m'a changé. En travaillant avec les enfants, les ados, avec les adultes, en ayant plus de connaissances qui amènent plus de compréhension vis-à-vis soi-même, ça nous permet de se développer. Ça nous permet aussi de modifier notre cerveau. Parce que plus on acquiert des connaissances, plus on modifie le cerveau. Ça, c'est prouvé en neurosciences. Et ça m'a permis aussi de développer plus de maturité au niveau affectif, social. Et ce qui fait que tout ça, ça nous permet de donner un sens à sa vie professionnelle et à sa vie personnelle. Et c'est pour ça que je remercie la vie de tout ce qu'elle m'a donné, même si ça n'a pas toujours été facile, parce que ça va de soi. Et qui fait en sorte, mon travail maintenant, c'est de remettre aux autres ce que la vie m'a donné. Mm-hmm. Enfin, en gros, c'est comme ça. Mais c'est inouï de voir d'où on part, puis d'où on peut arriver. Puis là-dessus, j'aimerais renchérir avec le magnifique livre de Jean-Philippe Plot, Rue du Plessis. Un livre qu'il a écrit sur son parcours, où il est parti d'une culture, puis on ne doit jamais dénigrer une culture. Moi, j'ai la mienne, une culture de parents analphabètes, une culture des gens qui étaient plus ou moins heureux, puis jusqu'à maintenant. Et à travers tout ça, on rencontre des gens et l'importance aussi d'aller vers le savoir. Le plus beau cadeau, je crois qu'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, c'est d'apprendre à lire. Vous avez souffert de ça, d'avoir des parents peut-être qui manquent? Souffert, je ne pourrais pas dire, parce que j'étais trop jeune, mais chez nous, il n'y avait pas de livre. Non, c'est ça. Vous vous êtes rendu compte des lacunes que ça avait impliquées dans votre jeunesse. Ah, bien sûr. Oui. Puis le langage aussi. Il y a un langage dans cette culture-là
très simple. Je me souviens, j'avais pris conscience à l'école primaire, moi, je disais tailleur, qui est un pneu. Alors, bon, mais comme dirait Fred Pellerin, il faut toujours aussi avoir du respect là où on est Oui, parti. il ne faut pas oublier jamais d'où on Serge vient. Bouchard disait la même chose, d'ailleurs. Tu sais, c'est notre grand anthropologue. Alors, c'est ça. Et puis, on rencontre des gens. Au primaire, ça a été très, très difficile. Il y a 2 écoles qui m'ont mis dehors. Au secondaire, 2 écoles aussi. Vous étiez turbulent un petit peu? J'aime pas les qualificatifs. OK. J'étais perdu, comme beaucoup d'enfants sont perdus. Je fais attention aux mots de plus en plus qu'on prononce. Est-ce que j'étais turbulent? Il y avait de la turbulence à l'intérieur de moi. Un petit gars qui voulait jouer aussi, qui était possiblement très actif. Puis qui... Un enfant actif, c'est un enfant en vie. Et ça peut aider à vivre quand, parfois, chez ces enfants-là, peuvent avoir des idées de suicide. Oui, de plus en plus. Hein? Oui, j'ai encore cette semaine en consultation. On a la manie au Québec de mettre des étiquettes. J'ai rien contre les diagnostics, j'en ai. J'ai des petits-enfants qui en ont. Mais entre un diagnostic et une étiquette, c'est l'adulte qui met des étiquettes. Exact. Alors, il y a toute une différence entre les deux. Il y a toute une différence. Moi, j'ai un diagnostic physique, mais je ne suis pas ça. Non. Hein? C'est ce qu'on en fait de ce diagnostic-là. Oui, puis le diagnostic, ça nous indique. Hein? C'est comme le stress et l'anxiété, c'est des signaux d'alarme. Hein? Alors, ce qui fait que, par exemple, moi, je vis avec un trait d'anxiété. J'ai un anxieux en dedans de moi qui, autrefois, me visitait assez souvent et d'une façon intensive, mais je n'étais pas un anxieux et je ne suis pas un anxieux. J'ai un anxieux. Comme dirait la grande dame que j'adore, que j'affectionne, Mme Sonia Lupien, ou encore Mme Wendy Suzuki, une chercheuse à l'Université de New York, une chercheuse émérite, le stress et l'anxiété, c'est des signaux d'alarme. Donc, on n'a pas à s'étiqueter. Et moi, je trouve ça terrible de voir qu'en éducation, on dit « Ah, c'est un anxieux ». Je disais à Mme Lupien que j'ai rencontrée l'automne passé, passé une journée avec elle, une femme formidable. Elle était tout à fait d'accord avec moi. Moi, j'étais d'accord avec elle. Je ne sais plus lequel. Qui était d'accord avec qui? Mais vous étiez d'accord. On était d'accord qu'il y a des gens qui s'identifient. Ouais. « Ah, je suis un anxieux ». Non, tu n'es pas un anxieux. Tu as un anxieux, puis c'est un signal d'alarme. Et puis là, il faut qu'on s'arrête, puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois. Puis une chance qu'on a un anxieux ou un stressé, parce que ça nous permet d'être un peu alertés. Oui, c'est dérangeant, mais c'est ce dérangement-là qu'on peut ensuite modifier certaines conditions de nos vies. Oui, puis vous avez même une formation là, qui dit que justement, le fait d'être anxieux, le pouvoir du stress et de l'anxiété. Ah oui, bien je donne, c'est ça, parce que je donne des formations privées que j'appelle depuis 10 ans. Je suis dans ma 10e année, avec de très bons collègues qui sont des enseignantes, des enseignants, avec des études de 2e cycle, tout ça. Et cette année, avec mon amie Jacinthe, depuis 2 ans, même plus, on donne une formation sur les pouvoirs du stress et de l'anxiété. On n'invente rien, il n'y a rien qui part de moi, mais on transmet ce qu'on va chercher des études. Des recherches. Des recherches. Hein? Et d'ailleurs, on me dit souvent, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à donner un sens à ta vie? Mais c'est grâce aux chercheurs ou aux chercheuses, c'est grâce aux auteurs, aux autrices
qui nous transmettent ça. Puis évidemment, c'est grâce aux élèves qu'on rencontre, c'est grâce aux parents, c'est grâce aux collègues. C'est tout ça qui nous permet à se sentir professionnel, comprends-tu? Alors oui, on donne une formation, puis c'est des groupes de 10 personnes. J'ai même un groupe d'hommes depuis 6 ans. Ben oui, je trouve ça formidable. Depuis 6 ans, hein, les groupes d'hommes, il y en a qui sont là depuis 6 ans, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent. On a une rencontre par mois, le dimanche matin, et le contenu, on parle de nos expériences. C'est le seul contenu. Tous les autres groupes de formation, il y a un contenu. Comme demain, eh bien, c'est sur la psychologie positive et l'éducation développementale. C'est ça le contenu. À partir d'auteurs, à partir de Martin Seligman, qui est un des fondateurs de la psychologie positive et de l'éducation positive, Gordon Neufeld dans l'éducation développementale et tout ça. Mais ça, il y a un contenu. Et puis, c'est des contenus de mes cours universitaires que je donne, simplifiés. On n'a pas de travaux à faire. Mais ça aide beaucoup de gens. Tu vois, cette année, il y a 90 personnes qui se sont inscrites là, à ces 6 formations. Oui, parce que ça change. Moi, j'ai une enseignante qui m'a dit, justement, de suivre vos formations, ça a complètement changé sa façon d'enseigner. Bien, tant mieux, puis j'en suis fier. Comme moi, les formations que j'ai prises au niveau universitaire, parce que j'ai eu de très bons formateurs, tu sais, et hors université, parce qu'il faut sortir de formation continue? Bien, la formation qu'on appelle continue ou de continuer à se former. J'ai eu un grand maître dans ma vie, André Paré, qui est à sa retraite, qui travaillait avec une femme formidable, Mona Auclair. Alors, parmi ceux que je peux nommer là, actuellement, ça a été des maîtres pour moi, mais ça transforme notre cerveau. Le cerveau a besoin de nourriture et la nourriture, c'est les connaissances. Parce que lorsqu'on connaît des choses, il y a des connexions de neurones qui s'embriment. Et là, ça donne un sens à ta vie. Hein? Plus on a des connaissances, moins on est inquiet. Plus on va rassurer l'anxieux qui est à l'intérieur de nous. On va se sentir plus en contrôle. Ben oui. Puis là, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est que là, tu me fais penser, les 4 facteurs de stress de Sonia Lupien, c'est quoi? C'est le sentiment de ne pas avoir le contrôle, les imprévus, ensuite la nouveauté, puis se sentir menacé, l'ego menacé dont elle appelle. Oui, parce que c'est aussi l'ego. Juste l'ego, on peut faire une formation. Ah, ben oui, mais là, on parle de la personnalité. L'ego en termes de personnalité, parce qu'on peut parler de l'ego d'autres choses. On a tous un ego. On vient au monde avec ça, puis ça doit nous aider même, si on le connaît. Alors, parfois et souvent, on n'a pas le contrôle sur les événements. Moi, je parlais de ça, mais j'ai eu des étudiants où des fois, je n'avais pas le contrôle sur mon groupe trop. On mettait des balises. Mais l'important, c'est apprendre à être en contrôle. À être en contrôle de ses pensées. Éviter les biais cognitifs. Là. À être en contrôle de ses émotions. À être en contrôle de ses comportements. Et ça, là-dessus, c'est un travail d'une vie, ça. C'est le travail d'une vie. Puis il y a les fonctions exécutives que tu sais très bien, l'inhibition, par exemple, qui nous aide. Alors, tout ça, quand tu connais tout ça, puis en plus, quand tu as un sens spirituel, parce que là où on doit arriver, mais ça ne vient pas au début de sa carrière, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. D'ailleurs, en psychologie positive, le premier élément, c'est de donner du sens à sa vie. Puis ensuite, il y a les forces du caractère qu'on pourrait parler, puis il y a les émotions positives, tout ça. Mais de donner du sens, et quand tu donnes du sens et tout ça, bien, ça fait en sorte que tu es plus, comment dirais-je, en contrôle, en maîtrise. Ça te permet de dédramatiser, parce que je trouve qu'au Québec, on dramatise beaucoup. Hein? Oui, un enfant, il m'a manqué de respect. Encore dernièrement, on me disait ça, parce qu'il était hors de lui, il vivait avec une tempête émotionnelle, il a lancé des gros mots. C'est pas parce que l'enfant lance des gros mots qu'il faut que tu t'énerves comme adulte, hein? Ah, c'est toi l'adulte. Oui, puis quand on me dit qu'il m'a manqué de respect, moi, je pose toujours la question, combien de fois, nous, les adultes, on manque de respect envers les enfants?
quand on crie après eux, on manque de respect. Quand on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, on manque de respect. Parce qu'on devrait essayer de comprendre. On est des adultes. Parce qu'en tant qu'adulte, le cerveau, entre 40 et 45 ans, comme écrit souvent Joël Monzé, atteint une maturité de connexion, la matière grise. Bon. Donc, puis ensuite, notre lobe frontal est mature, selon les recherches, entre 25 et 30 ans. C'est à 30 ans qu'on rentre dans sa vie d'adulte. Avant ça, le lobe frontal, il n'est pas assez mature, et l'homme, il est en développement. Alors, je me dis que l'adulte, lorsque il ne prend pas le temps de comprendre les enfants, on peut se poser la question, où est sa maturité? Puis, j'ai manqué de maturité. C'est une chose que je peux dire dans ma vie, présentement, à 77 ans bientôt, j'ai des regrets de ce que j'ai fait au début de ma carrière, puis dans ma vie de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais maintenant que je connais les rouages de la maturité, du développement, eh bien, je peux dire qu'à ce moment-là, j'étais bloqué dans ma maturité. Oui, puis on le dit, ça s'acquiert aussi, l'expérience. Puis on y va avec ce qu'on a appris aussi, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a observé. Exactement. Et c'est ça qui nous façonne dès le départ. Exact, mais on y va avec ce qu'on possédait. D'ailleurs, la plus belle phrase empathique cette phrase-là, elle vient de Kay Pollak. Kay Pollak, c'est un cinéaste danois, je crois, si ma mémoire m'est fidèle. Il a écrit un livre sur nos relations humaines, dont j'oublie le titre là, présentement. Et dans ce livre-là, il y a une phrase que j'ai complétée avec d'autres. Là. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle possède et ce qu'elle est au moment où elle agit. Donc, un enfant fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il possède. Alors, un enfant de 5 ans, il n'a pas beaucoup de maturité. Non. Il ne possède pas beaucoup, mais il est en développement. Il fait du mieux qu'il peut. Mais déjà à 5 ans, il a observé des comportements d'adultes. Oui, à cause de ses neurones miroirs, puis tout ça, puis il y a toutes les conditions, etc. Mais il fait du mieux qu'il peut. Et je dis souvent aux gens, dites à l'enfant, je sais que tu as fait de ton mieux, mais attention, tu dois faire mieux parce que je vais t'enseigner. On doit enseigner constamment. D'ailleurs, hier soir, je disais aux parents, vous êtes des enseignants. Je suis tanné de voir l'enseignement seulement dans une école. Un adulte, dans la trentaine, un de ses rôles ou de sa posture, c'est d'être un enseignant. À la maison, on enseigne. Comme grands-parents, on enseigne aussi. Même comme citoyen, comme voisin? Ben oui, comme voisin, on enseigne. Comme parrain, enseigner, c'est transmettre des connaissances, hein? C'est transmettre des valeurs, c'est d'aider quelqu'un à s'éveiller à des choses. C'est ça, enseigner. Alors, c'est ça. Et chez les enseignants, c'est la même chose. Puis ça, c'est bon pour toutes les personnes sur Terre. Le problème, c'est toujours avec qu'est-ce que je possède. Si je possède peu, comme moi étant jeune dans ma famille, on possédait peu, on faisait de notre mieux. Et notre travail d'adulte, c'est d'augmenter cette possession, hein, d'augmenter nos connaissances. C'est notre devoir pour s'améliorer nous-mêmes. Oui, puis c'est pour ça que c'est comme ça jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Je dirais même que même M. Trump, il fait de son mieux. Mais le problème, avec ce qu'il a. Mais avec ce qu'il possède. Comprenez-vous? Ça ne veut pas dire que je vais te poser... Non, mais c'est de comprendre ça. Mais c'est un bon exemple dans le sens où c'est un être humain avec un bagage. Oui, puis il n'est pas né avec ça, mais c'est un développement, puis avec des conditions, puis avec toute sa génétique aussi. Hein? Ouais. D'ailleurs, on le sait très bien, on en parlait tantôt. Oui. Que si vous allez voir des recherches, Mme Liebunimsky, entre autres, qui est toujours difficile à dire pour moi, et d'autres auteurs, Christophe Ça ne vous empêche pas de la citer? Non, parce que c'est important, j'ouvre une parenthèse, de citer ces auteurs-là. Et d'ailleurs, je déplore le fait qu'au Québec, on ne cite pas assez d'où on part.
Citer les auteurs, moi, les auteurs deviennent des maîtres. Ce sont des maîtres avec leurs recherches qu'ils ont faites. Puis on doit avoir de la gratitude. On n'a pas assez de gratitude. Les citer, c'est de faire voir notre gratitude. Alors, dans son livre, dans plusieurs de ses livres, elle a découvert que pour être heureux, 50%, c'est la génétique. Et dans la génétique, qu'est-ce qu'on voit, entre autres, là, c'est complexe, bien, on a notre tempérament, on vient avec un tempérament. Est-ce qu'on est un gros ou un petit porteur de sérotonine? Moi, j'étais un petit porteur de sérotonine. Ma femme était une grosse porteuse de sérotonine, c'est-à-dire qu'elle avait de la sérotonine plus facilement. L'hypersensibilité fait partie de la génétique. Il y a des personnes qui viennent au monde avec une grande hypersensibilité, d'autres avec une sensibilité normale. Puis d'autres facteurs, c'est la génétique, 50%. 10%, c'est l'environnement. Et là, ils se sont posé la question, comment il se fait que 10%, ça ne contribue pas au bonheur plus que 10%? Ils se sont rendus compte d'une chose, à cause de l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que notre cerveau s'adapte, c'est une de ses grandes fonctions, l'adaptation, hédonique au plaisir. Donc, on ne le voit plus. On ne s'en rend pas compte. On focus sur ce qui nous a plus de meilleur. Oui, si tu veux, mais on ne se rend pas compte qu'on est avec une conjointe ou un conjoint, que c'est merveilleux. On ne se rend pas compte qu'on a des beaux enfants, qu'on a des beaux jeunes. Adaptation hédonique. On ne s'en rend plus compte. OK. Et là, ils ont c'est comme dit... pour acquis. On prend pour acquis. D'où là, exactement. l'expression « on prend pour acquis ». On prend pour acquis. Okay. Puis, moi, j'ai fait ça aussi. Mais ils ont trouvé l'antidote. Ils ont trouvé l'antidote pour mieux vivre le 10%, sinon peut-être même peut-être l'augmenter, si on veut. C'est la gratitude. Et d'ailleurs, en psychologie positive, c'est une base fondamentale. La gratitude, la reconnaissance, dire merci. Puis ça, il y a une vague de ça des dernières années, là, il me semble. Je trouve qu'on parle plus. C'est sur les réseaux sociaux, la gratitude. C'est un mot qui est plus dans... Oui, puis mais maintenant, ça demande l'action. Oui, c'est ça. C'est pas juste le mot. Oui, il ne faut pas juste se marquer sur un post Facebook. Oui, c'est ça. C'est comme de la bienveillance, ça demande l'action. C'est toujours l'action. Oui. Mais c'est la gratitude. C'est aller vers l'autre. Et d'ailleurs, Christophe André, dans son dernier volume, s'estimer, oui, mais s'oublier, puis aller vers les autres, puis leur dire merci. D'ailleurs, Mme Shanklin, Barbara Shanklin, a écrit un livre merveilleux sur la gratitude, un livre complet sur la gratitude. Quand tu lis ça, tu te dis, ouais. Puis il y a des exercices aussi. De se coucher le soir, puis avant de s'endormir, dire 3 à 5 merci. Parce que ça stimule les neurones du lobe préfrontal gauche. Ça, c'est Richard Davidson, qui a écrit un livre magnifique. D'ailleurs, si on va sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de Richard Davidson. Il est fantastique à entendre. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les profils émotionnels ». Il a passé des années, des décennies de sa vie à étudier le lien entre les neurones et les émotions. Puis ce qu'il a découvert, c'est fantastique. Puis il y a d'autres auteurs qui le prennent ça aussi, comme Mathieu Ricard et d'autres. C'est que quand un enfant, un ado, un adulte vit un état émotionnel qui nous perturbe, qui est désagréable, qui nous dérange, comme, par exemple, la déception, la frustration, le mécontentement, la peur, la tristesse, la colère, qui sont toute une gamme d'émotions qu'on va appeler essentielles parce que c'est des signaux d'alarme. Eh bien, c'est l'activation des neurones du lobe préfrontal droit qui s'active. C'est fantastique, ça. C'est des signaux d'alarme. C'est pas ça qu'il faut éviter de dire que ce sont des émotions négatives. Ce n'est pas des émotions négatives, c'est-à-dire qui nous dérangent, oui, mais qui nous signalent quelque chose. Puis qu'il y a quelque chose à faire, puis qu'il y a quelque chose à voir. À prendre. Ben, du moins à voir, à regarder qu'est-ce qui se passe, à une regarder les introspection, facteurs, une introspection et tout ça.
Puis ensuite, c'est de prendre des solutions. Tandis que si on vit un état émotionnel agréable, le contentement, la joie, le plaisir, comme actuellement, le bien-être, puis on peut mettre des forces là-dedans, la bienveillance, la gentillesse, la bonté, ça active les neurones du lobe préfrontal gauche. Le problème, c'est que l'activation à droite, donc des émotions dites désagréables, c'est automatique. OK. Parce que c'est pour la survie. Donc, dès la naissance, si on regarde les émotions de base, peur, colère, tristesse, dégoût, ben, c'est l'activation des neurones du lobe préfrontal droit. La joie, lobe préfrontal gauche. Et c'est quoi notre travail d'adulte? C'est d'aider l'enfant à construire des réseaux de neurones du lobe préfrontal gauche. Puis là, ben, il y a un tas Pour le plus possible, venir contrer... Ben, du moins, ça va s'activer à droite. Oui. Parce que c'est automatique. C'est un système de défense. Ben, c'est un système d'alarme. D'alarme. Oui, de protection. Mais c'est d'en sortir le plus vite possible. Puis en psychologie positive, s'il y a une chose qui est importante, c'est de récupérer le plus vite possible. Est-ce que, si je prends encore l'exemple du verre à moitié vide, à moitié plein, on peut-tu associer ça à ça? De dire, est-ce que je décide de voir plus mon verre à moitié vide qu'à moitié plein? Ben, c'est intéressant. C'est que, prends un bon verre de vin, tu dois aimer le vin. Ben, en tout cas, moi... Non, je ne bois pas trop. Non. Ben, c'est mon nom en plus, pas de vin. Mais oui, si je vois le côté sombre, ben c'est l'activation de mes neurones. C'est la même chose en classe. Si je dis, cet enfant-là, il me tape ses nerfs, ben c'est l'activation à droite. Et puis là, bien évidemment, ça s'active. Puis là, il y a la rumination qui rentre, puis là, il y a des biais cognitifs qui rentrent là-dedans. Puis c'est comme une prison. Mais si je dis, cet enfant-là, un matin, là, il a besoin d'aide, et puis je vais m'arranger pour lui donner le meilleur de moi, mais c'est l'activation à gauche. Et ça donne une énergie parce que les émotions dites agréables, c'est des émotions qui sont là pour construire, comme dirait Richard Davidson. Je ne fais que transmettre ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Et une personne comme toi, passionnée, ben, c'est parce que la passion, ben, c'est quelque chose d'agréable. Puis, c'est l'activation de ces neurones nous aide à se mettre en action, à construire. Les émotions dites positives sont là pour nous aider à construire aller de l'avant, puis aller de l'avant, à donner un sens à sa vie, enfin tout ça. Alors tout ça pour dire que je remercie ces auteurs-là parce qu'à leur façon, ils ont transformé mon cerveau. Parce que moi, je suis né dans un milieu où tout était sombre, il fallait pas rire. Maman, bon, elle avait... Un homme, ça pleurait pas dans Voltaire, non? Oui, mais c'est que... Oui, mais c'était surtout... La misère de vivre. On est né pour un petit pain, puis oui, on est né pour un petit pain, puis le bonheur, c'est la mort. C'est la mort. Et d'ailleurs, pour moi, j'ai eu un choc dans ma vie quand je me suis mis à lire des auteurs comme Christophe André, Mathieu Ricard, qui m'a beaucoup influencé, pour nous faire voir que c'est dans le présent qu'on doit travailler à être heureux et non pas dans la mort. Moi, c'était un choc dans ma vie. Inouï. Et c'est... la vie est longue. La vie est longue, là. Quand la vie perception, c'est... Oui, mais c'est que plus tu as un côté négatif, plus c'est long. Hein? Pince-toi, là, pendant 1 minute. Tu as besoin, c'est long, 1 minute. Puis, aide la joie, 1 minute, c'est trop vite passé. C'est passé. Hein? C'est passé, hein? Tu comprends-tu? Alors, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que c'est pour ça que je parle beaucoup avec mes collègues d'éducation développementale, de tenir compte du développement de la personne, relationnel, parce que je ne peux rien faire si on n'est pas en relation. Je ne peux rien faire avec un enfant qui n'est pas attaché à moi. Le lien d'attachement. Le lien d'attachement est essentiel. Puis on a actuellement... l'Institut Neufeld qui est merveilleux. On a beaucoup d'auteurs. Il y a Daniel Siegel qui a écrit un livre sur l'attachement. Marc Pistorio, Parents sécurisants, enfants sécurisés, ou Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Donc, le côté relationnel. Puis, le côté positif. Mais le côté positif, c'est que les interventions aident à construire le cerveau. Évidemment, c'est très large. On pourrait passer des heures.
une intervention qui met des limites à un enfant, ça aide à construire le cerveau. Oui. Il y a une façon de le faire, évidemment. Oui, c'est ça, parce que j'allais vous amener là-dedans, parce que on regarde aujourd'hui, justement, où l'enfant, puis là, je vais dresser un portrait de ce que souvent la société ou plusieurs personnes vont dire. Bon, ben dans le temps, c'est les plus anciens vont dire, dans le temps, on avait discipline, il n'y avait pas de niaisage, on écoutait nos parents, puis la discipline était plus présente, dans le sens qu'elle était présente différemment. Là, des fois, on a affaire avec une nouvelle génération de parents qui sont plus dans, on peut passer par les enfants rois à travers ça, on qualifie des étiquettes, je sais que vous n'avez pas ça, les étiquettes. Oui, mais si on a un enfant roi, c'est parce qu'il y a des adultes valets. Ben oui, c'est ça, Attention, exactement. Ben oui. C'est pas à cause de l'enfant. D'accord. Non. C'est pas à cause de l'enfant. Non. Je vais toujours défendre ça. J'ai eu des comportements d'enfant roi, comme on dit, là. On pourrait appeler ça d'enfant dominant. Mais il y a des raisons pour ça. Le parent se laisse dominer. Ben, il faut faire attention. C'est pas juste le parent. On va parler d'adultes. Oui. On va parler d'adultes. C'est pas juste les parents. C'est ça, là-dessus. Encore ce matin, je rencontrais des parents qui font de leur mieux. Mais ils manquent de connaissances. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont eu. Ouais. Alors, c'est pour ça que je parle plus d'adultes. Puis c'est pour ça aussi que dans les écoles, les adultes qui sont là doivent compenser pour certains parents. Moi, il y a des adultes dans ma vie que j'ai eu au primaire, pas beaucoup, mais certains, dont une personne qui a été formidable pour moi, qui m'a éveillé, qui m'a sorti un peu du milieu. Qui ont fait office de guide pour vous. Oui, c'est ça, qui a commencé à mettre dans ma tête une autre culture. Puis au secondaire, j'en ai eu beaucoup plus. Bon, puis je ne veux pas tous les nommer, mais j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je continue, parce que je crois beaucoup aux adultes qui apportent beaucoup aux jeunes, de transmettre, mais qui m'ont beaucoup aidé, énormément aidé. Puis dans ma vie d'adulte aussi, à l'université, je pense à certains profs, à certains formateurs. Si je ne les avais pas eus dans ma vie, je ne serais pas ici. Ça, c'est sûr. Donc, mais c'est quand même tout ça. Alors... L'enfant qui est plus dominant ou qui prend plus... l'enfant... on va aller un petit peu à la base. Puis là, je vais transmettre du mieux que je peux ces connaissances-là qui viennent de Gordon Neufeld. L'enfant, dès sa naissance, quand il est placé sur la poitrine de sa maman et qu'il attend les bras d'amour de sa maman, il est complètement en saine dépendance. À la fin de sa vie, on devrait se retrouver en saine dépendance. J'apporte un exemple. L'année passée, quand ma femme est décédée d'une tumeur fulgurante au cerveau en 3 mois, on était complètement dépendant des médecins qui la traitaient et des infirmières pivots qui font un travail extraordinaire. Puis on les écoutait. Et c'est ça qui a permis qu'elle puisse finir sa vie la plus sereinement possible. On était en saine dépendance. On commence sa vie en saine dépendance et on la finit en saine dépendance. Entre les deux, mais on devrait avoir plus cette idée d'être en interdépendance. D'être en interdépendance avec des adultes chez l'enfant. Les adultes entre eux, c'est l'interdépendance. C'est pas d'abord l'autonomie. La saine autonomie vient de la saine dépendance. Barbara Shanklin, dans son livre, ces liens qui nous font vivre. Donc... Le vivre ensemble, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. De vivre ensemble. Donc, l'enfant qui naît étant complètement en saine dépendance de l'adulte, que Gordon appelle si bien de l'adulte alpha. Un adulte alpha, il prend soin des besoins de développement de l'enfant. Et ça, c'est un instinct. Il y a des adultes qui ont moins cet instinct-là, puis il y en a d'autres qui l'ont plus. Bon, puis différents facteurs, parce que ça sera... Mais l'enfant, il arrive en saine dépendance. Il arrive, là, sa maman, son papa, je regarde mes petits-enfants devant leur mère, devant leur père, là. Et c'est le bon Dieu. Ils sont en saine dépendance parce que les adultes leur offrent, là, aussi un attachement sécurisant. Un attachement sécurisant, c'est fait de quoi?
d'empathie. C'est pas si fréquent que ça dans notre société, l'empathie. Mm. Le mot est là, mais c'est pas si fréquent que ça dans les gestes. Puis moi, je peux dire que j'ai commencé ma vie, puis même dans la vingtaine, trentaine, j'avais pas beaucoup d'empathie parce que ça s'était pas développé. Quand tu reçois pas d'empathie, Alan Shaw, un grand chercheur canadien, a démontré que quand tu ne reçois pas d'empathie, ça ne stimule pas les neurones d'empathie. Mm-hmm. Alors, ça doit être pour d'autres choses aussi, là. Pas juste l'empathie. Oui, pour d'autres choses. Oui. Et ce qui fait que tes neurones s'activent, comme dirait Steve Masson, avec ce que tu vis. Alors, si tu vis de la violence éducative ordinaire, qui est décriée par beaucoup d'auteurs, dont Mme Lamy, Donnez-moi des exemples de ça, de cette éducation-là. De violence éducative. Mais avec le docteur Lazami, qu'il faut écouter, c'est toute action, d'abord physique, quand tu bardases ou quand tu gifles un enfant. Comme dit le docteur Lazami, tu ne fais pas ça à un adulte. Mais pourtant, tu fais ça à un enfant. Oui, il m'a mis hors de moi. Non, l'enfant ne te met pas hors de toi. Tu t'es mis hors de toi. Moi, j'ai appris ça en 10 ans de thérapie. Regarde ce qui t'appartient, toi, l'adulte. Parce que l'enfant, c'est des pulsions. Puis surtout, il y a le cerveau qui n'est pas encore mature. Puis le lobe frontal, il n'est pas encore opérationnel avant 8-9 ans, si tout va bien. Le mien, ça a été plus tard parce que j'ai vécu, comme d'autres, dans la violence éducative. Les mots qu'on donne aux enfants, il y a beaucoup de violence éducative, c'est-à-dire de gestes qui, pour le bien de l'éducation, fait en sorte que je vais utiliser certaines techniques comme les menaces, le chantage, les punitions, les expulsions, le négativisme, humilier un enfant. C'est de la violence éducative ordinaire qui a été décriée d'abord par Alice Miller dans les années 80, puis ensuite qui est repris depuis ce temps-là, et les neurosciences nous font voir tout l'impact que ça a sur le cerveau. Ça bloque le développement de certaines structures. Ça bloque le développement de certaines connexions. Puis là, c'est pas moi qui ai appris ça. Là. Allez lire. Catherine Guéguen, elle en parle dans ses livres, hein, qui est une pédopédiatre en France, une femme de renommée maintenant. Alors, c'est de la violence. On a un bel exemple ici au Québec. Dan Bigra, je ne sais pas si vous avez lu son livre. Moi, je l'ai lu, je l'ai savouré, je l'ai écouté en conférence. Son père était psychiatre. Sa mère, médecin. Puis je ne suis pas là pour dénigrer. C'est des états de fait. Il l'a écrit dans son livre. Oui. Le père battait les 3 enfants. Et à la demande c'est de pas la parce qu'il n'y mère. avait pas d'éducation. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'instruction. D'instruction, oui, c'est ça. Mais là, on sait, là. Puis il battait les 3 enfants, bon. Et puis Dan était le plus vieux, bon. Puis je ne veux pas tout faire l'histoire, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. Puis il a arrêté son père à 16 ans. Oui. Mais quand il a écrit son livre, si vous lisez le premier chapitre, puis je me souviens plus du titre du premier chapitre, mais le premier chapitre, il revient sur l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrières, de la famille Bigra. Bien, dans la famille Bigra, la violence éducative était de mise pour éduquer un enfant. C'est la façon d'éduquer les enfants. Mais c'est pas juste la famille Bigra. Tu as la famille Robillard chez nous, la famille Chaput chez le côté de ma mère. On en a tous à quelque part. Oui, parce que c'est une culture qui existe depuis 4000 ans. Olivier Morel, qui a écrit des livres fantastiques sur la violence éducative ordinaire. C'est une culture. Et on voit cette culture-là souvent dans une éducation comportementaliste où on se centre juste sur le comportement parce que avec des interventions de ce genre, des fois, ça arrête le comportement. Mais c'est pas parce que le comportement est arrêté puis que ça donne ce que tu veux comme adulte qu'il n'y a pas de blessure dans le cerveau. Non. Pas du tout. Puis ça va pas recommencer. Puis c'est ça que c'est là que les neurosciences nous ont dérangés. Parce qu'avec l'imagerie cérébrale, on se rend compte maintenant que cette culture-là, ça affecte énormément... C'est dévastateur. Oui, c'est dévastateur. Bon, Alan Shaw, il dit, avec la violence éducative ordinaire, ça bloque le potentiel neurologique du cortex orbitofrontal. Juste au-dessus des yeux, ici, là. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout le potentiel neurologique de s'aimer, de se laisser aimer. La confiance en soi. De la confiance en soi,
de l'empathie, de la compassion, de l'altruisme et de la gestion des émotions. Et on sait maintenant, puis c'est écrit, à moins que c'est une gang de menteurs, mais moi je me fie aux chercheurs, que la violence bloque ça. Parce que quand il y a de la violence, comme j'en ai subi pas mal, c'est que ton cerveau est constamment en système d'alarme, comme dirait Gordon Neufeld. Aux aguets. Là. Aux aguets, constamment. Tu te réveilles le matin, là, qu'est-ce qui va arriver? Qui va me puncher? Là? Puis le soir, puis peu importe, puis quel mot que je vais recevoir. Alors, si tu es comme ça n'empêche pas cognitivement d'apprendre. Comme M. Bigras, Julien, le psychiatre. Mais ça bloque ces parties-là. Et là, dans l'intimité, eh bien là, il peut y avoir des dommages, comme on voit dans des couples. Bon, je dis pas ça pour faire un procès. Non. C'est une culture. Non, mais ça nous aide à comprendre pourquoi qu'on vit peut-être ça dans une famille où on peut reconnaître des gestes de personnes, puis ça va aider à aller chercher davantage. Plus on parle d'un phénomène, plus on le comprend, plus comme l'environnement. On dit, on va faire attention, j'ai une feuille de papier, je ne sais plus où la mettre parce que je suis sensible maintenant à l'environnement, que je n'étais pas à l'âge de 20 ans. Bon, pardonnez-moi, mais c'était ça dans le temps. Alors, il faut en parler, non pas juger. Mais plus on en parle, puis moi, j'ai des collègues aussi, là, je pense à Catherine, ma collègue, amie, Catherine Poulin, que tu connais probablement, qui fait des conférences là-dessus. Quand on est à l'école, on reçoit des enfants qui ont eu cette culture-là, puis les parents l'ont eu, mais mes parents, ils se sont fait battre. Fait que c'était une transmission. Mais maintenant, grâce aux recherches, je le dis encore, là, on peut dire, on va arrêter ça. On va arrêter ça. On va mais arrêter. Là, on en est où? Qu'est-ce que vous observez? Parce que, à quelque part, on sent que les adultes perdent un peu le contrôle. Au niveau de la gestion de classe, les enseignants, c'est plus un enjeu, il me semble, que plus dans notre temps. Je ne partage pas ça qu'on perd le contrôle. En tout cas, moi, je suis entouré de personnes, puis je vais dans beaucoup d'écoles, puis il y a beaucoup d'écoles qui ne perdent pas le contrôle. Il y a certaines classes, mais il y a des facteurs. Perdre le contrôle, je ne suis pas sûr que ça. Oui, parfois, il y a des tempêtes émotionnelles chez les enfants. Évidemment, les enfants vivent dans une période difficile actuellement. Entre autres, avec le cellulaire. C'est une période, les écrans cellulaires. Là. Ça aussi, il y a des études qui sortent de plus en plus énormément. J'ai été prendre une prise de sang pour mon retraite. Cette semaine, j'étais assis, j'attendais, puis il y a une maman qui est arrivée avec son adolescente. La maman s'est assise, elle a pris son cellulaire. L'adolescente a pris son cellulaire, puis il n'y avait plus de dialogue. Bon, il faut en parler. Je ne les juge pas. Mais si on ne parle pas de quelque chose, mais on ne va pas se sensibiliser puis la comprendre, la chose. Là, Alors, il faut faire attention là, parce que j'entends toutes sortes de choses, mais il y a beaucoup d'endroits. Moi, je vais dans des écoles, puis je ne veux pas les nommer parce que j'oublie des écoles, mais il se passe de très belles choses. Puis les gens sont plus éveillés à l'éducation développementale, relationnelle et positive et sécurisante. J'ai mon ami qui enseigne au secondaire, Éric Massé, je vais le nommer, secondaire 3 en bio. C'est inouï. Mais lui, il s'est installé en alpha. C'est un enseignant qui a trouvé sa posture et son rôle d'alpha. Un alpha, je l'ai dit tantôt, il est là pour prendre soin des besoins de développement de ses élèves. Et laisse-moi dire qu'il faut l'inviter, ce bonhomme-là, à nous parler. Bien avec... Certain, vous nous donnerez ses coordonnées. Ah oui, je vais vous donner, parce que moi, je suis vieux. Ils sont jeunes, les autres, ils vont prendre ma place. Mais il y a Éric Massé au secondaire, il y a Mélanie Ouellette en première année, il y a Catherine Poulin en 6e année, il y a Stéphane Duquette à la maternelle, il y a Sébastien, il y a Jacinthe au 2e cycle du primaire. J'ai tout fait des entrevues avec eux autres. Puis dans les entrevues que je pourrais t'envoyer, ils nous parlent de leur posture d'alpha qu'ils ont découvert, parce que ça vient avec le temps, ça. Puis avec des parents aussi. J'ai des parents qui ont découvert leur posture d'alpha parce que c'est un instinct. Puis là, cette posture d'alpha-là, mais elle est là pour prendre soin des enfants.
puis garder les enfants le plus longtemps possible près de nous. Gordon a écrit une phrase merveilleuse que je le dis partout. Notre société n'a pas assez de sagesse pour garder nos enfants et nos ados le plus longtemps possible sous nos ailes pour qu'ils puissent mieux voler lorsqu'on est adulte. Comme c'est beau. Puis adulte, là, c'est pas 18 ans. Ah non, adulte. 18 ans, c'est la deuxième période d'adolescence. Hein? Oui, parlez-nous ça des deux périodes d'adolescence. Ben, c'est Daniel Siegel. Alors, on se retrouve en deuxième partie avec M. Richard Robillard.